Fréquence Rap. Ici, on est sans langue de bois, encore moins sans langue de fer. Avant de présenter notre terrible invité, je vais présenter nos terribles chroniqueurs. Monsieur Barberouche, comment vas-tu? Ouais, ça va, mais je pensais que tu allais changer un peu ton intro. C'était des histoires de sans langue de bois, sans langue de fer. Monsieur Bacardi. Comment vas-tu, Black 10? Ça va, tout va bien? Moi, ça va impeccable. Tranquille. Tranquille. D'ailleurs, avant qu'on commence, je tenais à remercier tous ceux qui nous soutiennent, notamment sur les précédents Fréquences Rap. Donc le Fréquence Rap avec Despo, avec Tonton Marcel, avec tous les autres aussi. Et tous ceux qui nous suivent dans nos médias respectifs, Blockout Radio, Diva, Officiel, Urban Cult et tout ce qui va avec. Mais là, on est avec une sacrée invitée. Karine, comment vas-tu? Ça va très bien. Ça va, tout va bien? Ouais. Ça va. On est là. J'ai une déclaration à te faire. Je t'aime mélodieusement parlant. Tu l'es aussi, aujourd'hui et maintenant. Tu as toujours été présente. Tu es celle à qui tous les rappeurs faisaient appel. À chaque refrain, tu faisais des étincelles. Les MC étaient obligés d'être percutants. Très heureux aujourd'hui, nous sommes de t'accueillir. On est ensemble pour le meilleur, pour le pire. Toi, tu veux le feat, toi. On valide aussi. Hein. Non, on valide. Mais il a volé mon idée, je suis Je vais laisser la main, monsieur Barberouche. Je t'en prie. Non, mais là, j'ai plus rien à dire. Toi, déjà, avec ton Voilà, l'émission est toi, terminée. déjà, avec son entrée fracassante, le couplet pour le featuring. Non, moi, en fait, déjà, je suis vraiment très content de te recevoir. Parce que c'est vrai que moi, sur les réseaux, les gens, en DM, ils m'envoient des messages. Mais t'es un fou, comment tu déclares ta flamme à Karine comme ça? Parce qu'apparemment, en France, on n'a pas le droit de dire qu'on aime des artistes. Et c'est vrai que moi, sur mes réseaux, souvent, j'ai des déclarations enflammées, tu vois. Et du coup, souvent, je me fais allumer en DM. Et ouais, moi, je t'ai découvert sur Cercle Rouge. Cercle Rouge parce que moi, j'ai toujours été un peu plus R&B. Et en fait, dès que j'ai entendu une meuf chanter, j'ai dit, oh, c'est comme les Quinry, ça. À l'époque, je me disais, ah, c'est comme les Quinry, mais en France. Et du coup, c'est quelque chose qui m'a marqué. Et toi, à cette époque, qu'est-ce que tu retiens de cette époque? Parce que c'est vrai que pour beaucoup, c'est lointain, parce qu'on est des vieux. On est des jeunes vieux. C'est lointain, mais toi, qu'est-ce que tu... Là, si, par exemple, tu devais retenir des choses de cette époque, qu'est-ce que tu dirais? Moi, je retiens la passion. Tout le monde était hyper passionné. Donc, pour moi, c'est mes meilleures années. Hein. À l'époque de Cercle Rouge, à l'époque où je rappelle, où je faisais des feats et tout. Pour moi, c'était vraiment une époque musicale très, très riche et je sais pas, moi, c'était cool. Il y a beaucoup d'échanges. Moi, je me souviens d'un Captain Café, me semble-t-il, qui était sur France 3 à l'époque, avec Louis Foulquier. Il y avait même les X-Men qui étaient passés là-bas avec Ayam, tout ça. Et j'ai vu une vidéo il y a quelques temps où vous êtes passé avec Roxy. Ils croient que je vais me laisser crever la dalle pour leur jolie gueule. Je vais pas attendre qu'ils veuillent donner la charité si qu'ils veulent. C'est ma peau, c'est que je me casse la gueule, ouais, en beauté. Mais je ne peux pas rester sous linceul sans résister à la force en face de moi qui veut. Je flaire faux, je bouge, que je développe un peu mon sens des affaires au lieu de attends, le RMI, je préfère faire du net-vie. J'apprendrai le sebi comme les autres l'avaient appris comme tapis. Écoutez, dans Cercle Rouge, rappelons que c'est produit par White and Spirit à l'époque. Et j'ai pas fait le rapprochement entre la Karine qui chantait et la Karine qui kickait là, tu vois. J'étais là, et je dis, la même voix, c'est quoi? Franchement, on a été. Ouais, non, mais j'ai toujours eu des personnalités bizarres. J'étais en mode rappeuse et puis en mode lover. Ça dépendait. Ça dépendait des moments. Ouais. Mais est-ce que tu es consciente que tu étais notre Lauryn Hill? On l'a aidé après. Rapper, chanter. But oh no, I can't let them do that now, right, Ed? I'd rather have you hold my head and rub my feet instead. So 1, 2, 1, 2. But be the female from the refugee crew. Tu vois, franchement, moi, c'est. En plus, tu sais, c'est les périodes de Sister Act et tout, je crois. C'est ça. Donc. Non, mais bon, pour moi, j'ai commencé. Je connaissais pas Lauryn Hill en fait. Je crois qu'elle y arrivait après. En plus. Donc elle s'est inspirée de toi. Voilà. Non, je vais pas dire qu'elle s'est inspirée de moi, mais c'est une bonne comparaison. Mais moi, pour moi, je l'ai pas attendu pour. Ouais. Bien sûr. Et
tu vois, parce que là, tu as parlé des Root Snake, du coup, là-bas, dans le groupe, tu rappais. Pourquoi tu as lâché le rap? Ouais, j'ai lâché le rap parce que bah, les Rousneg, je ne voyais pas le rap sans les Rousneg. D'accord. Je rappais que dans mon groupe. Et je ne me voyais pas, justement. Pour moi, j'étais pas une vraie rappeuse. Je rappais vraiment par, dans l'ambiance. C'était une ambiance, c'était toute une ambiance de création. Et quand il n'y avait plus de Rousneg, je ne voyais pas. Et là, des fois, dans ta chambre, dans ta salle de bain, tu Non, ne des sors fois, pas je des me lâche couplets. un petit coup de téléphone. Et j'ai une question à te poser. Pour toi, quelle est ton influence principale? Parce que il me semble que moi, je t'ai jamais entendu sortir de ta bouche. Qui est ton groupe, la personne qui t'a le plus Pas influencé? bien un million de fois, j'adorais Mary J. Blige. Ah là, Marie J. Blige, ok. D'accord. Tout à fait. Mais pas qu'elle, hein, en Mhm. fait. Avant Mary J. Blige, bon, c'était Michael Jackson, number one, bien sûr. Et bah, voilà, Stevie, Bobby Brown, tu vois, tous les trucs de New Jack avant le R&B qu'on appelle le R&B, j'écoutais beaucoup New Jack. New Jack Swing, Ouais, tu vois ce que je veux dire? Voilà, Teddy Riley, tout ça, donc j'étais dans cette école-là. Et puis après, bah, est arrivé voilà, hein, le R&B, R. Kelly, tout ça. Quand j'ai suivi la mouvance du son, quoi. Et dans les chanteuses à voix, qui te parle le plus entre Mariah Carey et Whitney Houston? Bah, j'étais entre les deux, puis entre les deux, Mariah Carey, Whitney Houston. Parce que récemment, j'ai eu écho un peu du parcours de Ned Dogg. On sait que Ned Dogg, il était signé par Death Row à une époque. Il avait le même groupe que Snoop et Warren G. Et Dre, en écoutant Snoop, voulait que Snoop. Donc il a signé les deux autres en se disant, bon, vous êtes au placard, allez avoir des mecs, tu vois. Et Ned Dogg, ce qu'il a fait, sa stratégie, c'était, il s'est dit, bon, vu que Dre est plus concentré sur Snoop, je vais aller dans une stratégie de faire que des featuring. Et après, malheureusement, enfin, il a sorti son album, qui n'a pas eu l'écho qu'il espérait. Est-ce qu'on peut comparer ton parcours à celui de Ned Dogg? C'est vrai que les featuring ont vachement plus marché que mes solos, mais c'était pas une stratégie. C'était une façon de m'exprimer, on m'invitait, je venais, et puis avec le temps, ben, j'ai fait plein de featuring, et puis on a complété dans le tas. Mais c'est vrai que... Est-ce que c'est un regret? Ah, c'est vrai, j'aurais kiffé avoir mon album qui aurait pété fort, mais... Il s'est passé quoi à ce moment-là? Quand tu faisais des featuring, c'est quoi? T'étais dans une maison de disques où on retardait ton album, ou toi t'étais trop pris dans tes featuring pour Non, préparer un album? en fait j'étais dans tout en même temps. C'est-à-dire que j'avais des factures à payer, je faisais des chœurs, je faisais tout en même temps, je rappais, même les autres en même temps, ils disaient, oh, on en a marre, tu fais des chœurs, Lisa. J'ai dit, écoutez, vous pouvez pas les factures. Donc, j'étais un petit peu partout, j'ai posé là, puis je me rendais même plus compte. À un moment, avec QTV, mon premier producteur, on a signé l'album. Et puis le temps que l'album sorte, t'as un tas de featuring qui sont sortis, tu vois. J'avais zappé moi en fait. Et bah, c'était là, et puis boum, tu vois. Après mon album a été travaillé par un label qui n'a pas bien bossé, il connaissait pas trop la musique. J'étais perdu dans un label de variété. Et quand on leur parlait de R&B, de clips, de trucs, ça leur disait pas grand chose. Et l'erreur que j'ai faite, c'est de signer à la va-vite, parce qu'à l'époque on voulait tous signer. Et quand tu signais pas dans le bon endroit, ben c'était mort. Donc, Et là, en travaillant l'émission, je me suis dit, mais c'est dommage en fait que le grand public ne connaisse pas les albums de Karen. Est-ce que toi, c'est un regret? Tu sais, si tu devais faire un peu une rétro... Oh non, je vis pas avec des regrets. T'es pas dans les regrets, toi? Absolument pas. Comment dirais-je? Quand j'ai commencé la musique, je revenais vraiment de loin. Tu vois. Donc, déjà d'être sorti de la galère et tout, c'était bien, d'avoir pu marquer la musique. Et tu vois, voilà, je fais la musique depuis longtemps et je vois plein d'artistes qui n'arrivent même pas à sortir un single. Il y en a plein. Tu vois, des chanteurs à Paris qui sont là, qui font des micros ouverts sans arrêt, et qui ont l'espoir de trouver des producteurs et ne trouvent rien. Donc, je peux pas me plaindre, en fait. Je me dis que malgré tout, c'est vrai, j'aurais pu faire mieux, j'aurais voulu un peu plus, mais je regrette rien. Non, j'ai pas de regret. Je suis quand même contente d'avoir marqué un peu, d'avoir fait Tu me plais, qu'à percer, qu'à fait des trucs avec Mystique, d'avoir fait des trucs. Par rapport à mon passif et d'où je viens, c'était mission impossible. Déjà. Donc, je suis assez fière. Et puis, voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de profil? Surtout à cette époque-là, de ce qu'on appelle l'âge d'or,
t'es une femme, t'es une Renoir. Est-ce qu'en France, Ah, la langue de fer, là, voilà. C'est là qu'on attendait. on y va, on est dedans, on met les deux pieds dedans là. Ouais, vas-y, vas-y. Oh là, c'était juste la pommade qu'on mettait. Attendez, ok, on commence. T'es une femme noire. Tu ne corresponds pas forcément au profil de la majorité des gens en France. Surtout à l'époque, On sait qu'à l'époque, il n'y avait pas forcément un marché ou un segment de marché pour les gens de ton profil. Et qu'il y avait du R&B, mais du R&B édulcoré, avec des gens mélangés avec un peu de variété, des choses comme ça. Je ne citerai pas de place forcément, mais est-ce que c'était pas ça le problème à l'époque? Bah, écoute, il faut voir les historiens, qu'est-ce qu'ils vont en dire. Mais c'est vrai qu'avec le recul, si ça aurait été aujourd'hui, tu vois, aujourd'hui tout le monde a conscience que, tu vois, aujourd'hui je fais beaucoup plus d'efforts sur le paraître, je fais du sport et tout. Si on m'avait dit ça avant, je l'aurais fait. Tu vois, c'est vrai qu'à l'époque j'étais vachement plus gros, j'étais plus garçon. Personne n'a pensé à me dire, Karine, vas-y, mets-toi plus en valeur, mets plus ta féminité. Peut-être ça va vendre. Et c'est vrai qu'au niveau de. De toute façon, j'étais une des premières du R&B, donc je pouvais pas analyser le truc sur l'instant. Que c'est vrai qu'il y aurait un problème au niveau de la couleur de peau. C'est vrai qu'au niveau des filles noires qui chantent du R&B en France, on a bien remarqué qu'il y avait un problème. T'as vu, les gens, tout ce qu'Aya Nakamura se prend sur la tête alors qu'elle fait juste sa musique, en fait. Beaucoup de critiques. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Des critiques inutiles, c'est que ça dérange, tu vois. Et à un moment donné, écoute, je l'ai analysé après, mais bon, je l'ai vécu comme je l'ai vécu. Quand on a essayé de signer mon album, les critiques qui sont arrivées, il y a eu beaucoup de refus, les gens jetaient notre style en bloc avant d'écouter les sons. C'est ce que ça a envoyé comme message, le fait que la banlieue, les Noirs, ils commencent à chanter, qu'est-ce qui nous prend, quoi. Mais ça, c'était pas le public, c'était vraiment quoi, les C'était institutions. déjà les maisons de disques et les radios, de la D'accord. base déjà, ils kiffaient pas le délire. Parce que nous, le public, on sent bien, nous, on en faisait partie, ça prenait. Donc c'était vraiment, si ça n'a pas fonctionné, c'est vraiment à cause des institutions. Mais que ça tu prenait penses peut-être que à petite échelle aussi. Voilà, c'est ça. Oui, parce que nous, on était dans notre sauce et nous, on avait l'impression qu'on était tout le monde. Ouais. Mais on n'était pas tout le monde, tu vois. Et moi, je faisais ma musique, franchement, je la faisais d'abord pour moi et je ne savais pas que. Enfin, si, je la faisais pour moi parce qu'en tant que musique blague, je voulais faire la musique qui me ressemble, faire les trucs de Carrie en français. Quand on a emmené ça aux maisons de disques, les mecs, ils étaient 10 ans en retard et puis ils voyaient pas le truc arriver, ils se demandaient, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais. C'est vraiment c'est le peuple qui a porté le R&B. Ouais. À un moment donné, ils l'ont fait parce qu'ils n'avaient pas le choix, parce qu'ils voyaient bien qu'ils avaient fait un truc, quoi. Et tu te dis pas que, justement, que par rapport à ça, aujourd'hui, tu te dis pas que tu étais peut-être en avance. Ah ben, je sais pas si t'en avances, moi, pour moi, je faisais ce que tu peux le dire. Non, mais je sais c'est pas. tout. Nous, on dit oui, tu étais en Non, avance. Parce que nous, c'est ce qu'on pense, voilà, exactement. Nous, c'est ce qu'on pense. Tu étais peut-être en avance. J'étais peut-être en avance pour la France, mais moi, j'écoutais Oui, ce ouais. qui se passait. Ouais. Je regardais la télé, je voyais des Quinry, je voulais faire pareil. C'était le présent, moi, tu vois. Oui. Attends, tu voulais parler, Gabriel? Ouais. Moi, je voulais. Parce que tu vis pas dans les regrets, t'as raison. Mais moi, je voulais te dire que je crois que t'es l'une des artistes qui a le plus de classiques. En effet, c'est vrai. Non, sérieux, si on doit faire un top 10 là, je pense que t'es dans le top 10. Et dans ces classiques-là, si tu devais en retenir qu'un, ce serait lequel? Après, c'est dur, hein. Mais soit celui qui t'a le plus porté, par exemple, qui a eu le plus de succès, celui qui a une histoire plus. Celui que je porte le plus dans mon cœur, c'est mon feat, mes feats avec Oxmo. Je m'en doutais. Parce que ça, c'est profond ce qui se raconte dans ces Ouais. chansons avec Oxmo. Dans la magie des premiers jours, on s'était dit des mots d'amour. Yeux ne pleurent, tu n'es qu'à une larme de la haine. Oh, dans la magie des premiers jours, on s'était dit des mots d'amour. Yeux ne pleurent. Et celui qui m'a le plus porté, c'est Comme si Solar avait été en chanson. Ouais. Non. Non. Oh. Ok, non, mais je pensais. Non, attends, quand je dis porter, c'est commercialement. Non, parce que les gens à l'époque ne savaient pas. Mystique. Ok. Oui, Ah, mystique, oui, excusez-moi. Ouais, C'est mystique, Excusez-moi. celui-là c'est un hymne, celui-là. Excusez-moi. Super dédicacé à mon premier amour. Aucune différence n'est une barrière. Rien ne pourra m'éloigner de toi.
Si que tu me plais, mais il n'y a pas eu de clip. Il y a des gens, ils ont dû se marier. Oui, voilà, il y a Mystique, ça. ça. Mais c'était quoi? C'était un choix qui n'ait pas eu de clip? Il faut demander à la maison de disque, mais je pense Oui, voilà, que ouais. visuellement, ça passait pas trop. Je ne préférais pas Ouais. miser sur lui. Dommage. Tout à l'heure, tu parlais d'Aya Nakamura. Tu parlais aussi des historiens qui analysent, qui un jour analyseront les parcours des gens. Tu vois. Ben, on se permet d'analyser aujourd'hui Aya Nakamura. Tu ne dis pas que quelque part c'est un phénomène. C'est-à-dire que, je vais expliquer, elle regroupe tous les critères qui plaisent, entre guillemets, qui plaisaient pas forcément au grand public aujourd'hui. Enfin, au grand public de l'époque. Et on va dire que ces critères de beauté même ont été élargis. C'est-à-dire que Aya Nakamura, en fait, c'est les filles sénégalaises maliennes qu'on voit dans le quartier et qui ont la côte à un tel point qu'il y a des petites blanches qui font des black fashion, je sais pas comment on appelle ça, qui viennent avec des blackface, qui se maquillent en noir pour, tu vois, et les imitent carrément, tu vois. Et tu te dis pas qu'aujourd'hui, voilà, ce phénomène Aya Nakamura, comment tu l'analyses toi aujourd'hui ça? Parce qu'avant, toi tu étais là, ça passait pas forcément. Aujourd'hui ça passe. Comment tu l'analyses? Je crois que Aya Nakamura, je me vois un peu en elle dans mes débuts. Tu vois. C'est une meuf qui est passionnée, qui a trouvé son style toute seule. Elle se prend pas la tête, elle fait du son, elle fait des chansons. Et puis elle a une petite recette qu'elle n'a pas calculée, mais c'est son truc. Ça marche. Tu vois. Et en plus, elle a une belle voix et tout. Sauf qu'aujourd'hui, il y a le net. Tu vois. Ça aurait été à l'époque, ils n'auraient pas voulu qu'elle passe parce que sa peau est trop foncée ou parce que bon, voilà, son gage, je ne peux pas, j'en sais rien, comme tu veux. Mais aujourd'hui, on ne peut pas. Parce que le net, on fait un travail sur le net et le son il est bon, les chansons sont bonnes et c'est le net qui commande. Donc, Aya Nakamura, aujourd'hui on ne peut pas l'étouffer, mais ça aurait été à notre époque, ils auraient pu. Elle ne serait jamais sortie, tu vois. Est-ce que Aya, c'est Karim 20 ans plus tard? On ne fait pas exactement pareil, mais. Non, mais dans ce que ça représente, dans ce qu'elle représente. Oui, je pense que ouais, là, le succès qu'elle a, je pense qu'elle n'était pas prête, tu vois. Et je vois pas comment on peut l'arrêter puisqu'elle fait du bon son. Et même si l'image ne plaît pas, le son, c'est international, en fait, tu vois. Le fait que ce soit toi qui le dise, à mon avis, ça va faire beaucoup de bruit de par le fait qu'elle se mange énormément de critiques. Et en général, quand on critique sa musique également, malgré que ce qu'elle fait, ce soit... Moi, je trouve ça bon aussi. Non, mais moi, je trouve qu'en réalité, je vois beaucoup de racisme dans la critique. Ils ne le disent pas, ils disent à côté des tas de trucs, ils disent c'est du racisme, parce que ça dérange de voir une Renoir comme ça, bien Renoir, pas métisse, qui éclate tout comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas une collaboration qui peut être envisageable dans la mesure où tout à l'heure je vais sur YouTube et je vois carrément elle a fait une... Tu vois, quand les gens se filment là et puis ils chantent des chansons d'artistes. Eh ben, Cover. Elle a carrément fait une espèce de cover. C'est vraiment un vieux, lui. Non mais Joe, moi je suis... Blackface, cover, excusez-moi les mecs, moi je suis très bon que t'as vu, voilà, carrément sur ton son là, comment ça s'appelle? Pas si mauvais. Où sont ces moments où j'ai des tabous magiques? Je pleure mon cœur dans toi. J'ai promis des jours à m'appeler quand tu fais un MG. Mais me respecter, c'est te respecter. Mon cœur se bat dans tous les sens. Maybe, et avec vous là. Ouais, franchement, ça fait Donc plaisir. tu l'as vu, Ça t'a plaisir. Ça t'a fait un big up? Bien sûr, je l'ai vu. Moi, elle a fait un truc, j'ai dit, ouais, ça part et tout. Mais en fait, j'ai découvert Aya Nakamura sur un zouk, en fait. Qui n'était pas connu, qui avait quelques vues. Je surfais sur YouTube et puis je suis tombée sur elle qui avait fait un zouk, mon bébé, je sais pas quoi. Et je trouvais ça sympa, j'aimais son style, je trouvais ça marrant, les mots qu'elle mettait et tout. Et puis j'ai vu qu'elle a continué dans le truc et puis ça a monté, c'était lourd, ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir. Comme je disais, comme on voit très peu de jeunes artistes signer et faire des trucs concrets, ça fait vraiment plaisir de voir quelqu'un qui représente comme ça. Et moi, ouais, pas de problème. Mais bon, maintenant, elle a plus le temps, elle est en tournée, elle est en Europe, voilà. Il y a 2 ans, t'as participé à la tournée de l'âge d'or, du rap français. Est-ce qu'on peut faire une tournée dans le même style, mais avec le R&B de l'époque? Il n'y a pas énormément d'artistes, non? Si, quand même, il y avait... Pas forcément des artistes qui ont eu un succès commercial, mais c'est vrai que quand même, elle est... Vibe, Humphrey, enfin dans les hommes en tout cas. Si par exemple, là, toi, t'étais DA, directrice artistique, pardon,
et on te disait, vas-y, fais-moi une tournée de R&B, tu mettrais qui? En France, hein. Je mettrais moi. Je mettrais Vibe. Je mettrais Aphrodisiaque, bien sûr. Je mettrais Wallen, je mettrais Asia, je mettrais que R&B, que un chant. Humphrey, non? On l'a pas dit? Ouais, on chante, on chante. Vu qu'il y a eu la tournée du rap en R&B. Après, il y a plein de gens que je connaissais qui sont pas. Je mettrais Jimmy Sissoko, je mettrais Hachim. Bon, il y en a quelques-uns. Hein. Et comme c'est vachement restreint, je sais pas si on remplirait des zéniths. Ouais, mais même. Parce que c'est vrai que par exemple, l'âge d'or, pour l'âge d'or, il y a d'abord eu un premier concert. Je crois que c'était au Casino de Paris. Ouais. Ça peut être une idée. Avec ça, j'ai gagné la juste que chanter. Ça peut être une idée. Dans ta liste, tu as cité Wallen. Tu sais que ça, c'est mon regret à vie. Le featuring Karim Wallen. Pourquoi il n'y a jamais eu de feat? Parce que vous vous connaissiez déjà après. On se connaissait, mais franchement, on s'est croisés deux fois, pas plus. On se connaissait vraiment vite fait. Il y a beaucoup de chanteuses que j'ai vues plus souvent qu'elles, je la voyais vraiment nulle part. Vous avez jamais pensé à créer des collectifs de chanteurs, c'est-à-dire avec les filles qui chantaient, comme Asia, comme d'autres encore, Lincha, qui est venu un petit peu après. Bon, c'est autre chose. Bon, c'est longtemps après, non, c'est longtemps après. Mais d'autres, voilà, des collectifs de chanteuses ou de chanteurs. Non, on s'est associés avec China, on avait fait notre Jessica, China, Jalan. Bon, nous, on traîne entre copines, hein. On faisait des collectifs comme ça, hein, par affinité. Par affinité. C'est plus que ce qui se fait aujourd'hui, c'était plus par affinité que commercial. Oui, c'est ça, c'était vraiment par affinité. Là, vous savez, moi, franchement, le combo idéal. Karim, Wallen et Kaina Samet. Ah oui, Kaina Samet, on a oublié. Et Vita. Les quatre là. Une vidéo, un morceau, c'est la révolution. Il faut revenir dans le temps, tout le monde est parti dans des délires. Non, mais non. Nous, on a l'extérieur. Et moi, ça m'étonne que vous pensiez ça. On a l'impression que vous doutez de votre potentiel. Alors que nous, on se dit qu'on sait très bien que ça fonctionne. Parce que regarde. On le sait. Regarde. Parce que c'est vrai que tu as une longue carrière. Tu sais, tu dis, par exemple, on t'a cité des artistes, tu as dit, ah ouais, mais ça, c'est des jeunes et tout. Aujourd'hui, tu es dans le zouk, et tu mets des gifles. Alors que ça fait longtemps que tu es là. Attends, il faut me respecter quand même. Non, mais c'est pour dire, en fait, c'est pour rebondir sur ce que disait Bacardi, c'est que le niveau, il est là. Donc, pourquoi ne pas essayer ce genre de... Moi, je suis toujours ouverte à des choses. Hein. Bizarrement, j'ai fait beaucoup de trucs avec les mecs, mais les filles n'ont jamais vraiment voulu chanter. N'ont pas voulu Toi, tu l'as demandé, mais n'ont pas voulu, ou ils sont jamais venus te demander? J'ai fait des propositions aux gens et je sais pas, c'était... D'accord. Est-ce qu'on peut attribuer ça au fait que, là, quand je vais parler, je ne vais pas faire de généralité, parce que vous savez que le monde des filles est un monde assez spécial. Donc, je pèse mes mots quand je parle. Est-ce que c'est pas dû à ce fait-là que les filles, déjà, sont dans un monde assez spécial? C'est-à-dire que nous, les gars, on est assez détendus, généralement. Tu t'enfonces, mon gars. C'est-à-dire, on arrive à se parler, à se dire, vas-y, c'est quoi, viens, on fait quelque chose, un ami. Non, mais il y avait un phénomène qui était important quand même, c'est que chaque fille était la fille d'un crew. D'accord. Donc ça fait que si les crews n'étaient pas copains, il n'y avait pas vraiment il n'y avait pas on pouvait pas chanter ensemble. Donc nous les filles, on se disait bonjour, tu vois, normalement. Mais si le mec qui te produit s'entend pas avec le mec qui me produit, il n'y a jamais rien qui va se faire. Tu vois, et comme c'était un peu quand même des clans, et ben je crois que c'est comme ça que ça s'est fait. Comment s'est fait cette reconversion dans le milieu du zouk? Il y a quelques années déjà. Parce qu'on sait qu'il y a aussi LS d'Aphrodisia qui lui aussi s'est mis. D'ailleurs avant moi. Ouais, avant toi. Comment s'est fait cette reconversion? Je sais que tu es guadeloupéenne. Non, je suis guyanaise. Ah, t'es guyanaise? Ok, d'accord. D'où le caractère fort. Ok, d'accord. Je comprends. J'ai compris des Guyanais, t'inquiète, des bladas, tout ça. Ah bon? Oui. Des bloods, agrimés.
Dédicace. Donc, quoi qu'il en soit. Comment ça fait cette reconversion? Seul à vivre notre amour. Toi, tu ne le vois pas. Je suis fatiguée d'être ta roue de secours. Je ne peux plus vivre comme ça. Tu m'appelles que pour me faire l'amour. Si tu veux, jusqu'à 2012, j'étais dans mon délire, bon, encore un peu R&B. J'ai fait mon dernier album Racine Caraïbes. Non, j'ai fait Himalaya. Et bon, ça n'a pas fait plus de bruit que ça en réalité. Donc, de toute façon, je me suis dit, bon, quand même, il faut quand même trouver une solution, ou j'arrête de chanter, ou il va falloir que j'essaye d'autres choses quand même, quoi. Donc, j'ai eu des opportunités, et puis on m'a appelé pour une compil Zouk. Bon, j'avais déjà fait des essais en Zouk, ou des trucs comme ça, et puis on m'a appelé pour une compile, et puis le morceau a pris. Aux Antilles, on m'a dit, ouais, le morceau il marche bien et tout. Kimberly? Non, Après. Kiss Girlie, c'était pas du Zouk encore, hein, c'était un morceau R&B. Ouais. Rituna, c'était entre Ouais, les deux, quoi. c'était entre les deux. Mais Rituna avait déjà bien tourné, Ouais. mais comme j'étais encore dans mon R&B, bon. Et non, c'est La Voix de la Passion. Et ensuite, le compositeur m'a rappelé pour une autre compilation, pour lequel il y a eu un clip cette fois. Et là, ça a encore mieux marché. Tu vois. Et donc, de fil en aiguille, j'en ai posé un autre, et un autre, et un autre. Et puis après, je me suis retrouvé qu'avec des morceaux que Zou, quoi. Parce que je pouvais pas rester sur le R&B d'avant, parce que c'est une époque révolue, quoi. Il fallait que je me réinvente. Et tu ne veux pas faire du R&B de maintenant. Mais c'est quoi le R&B de maintenant? Bah, comme tu disais tout à l'heure, voilà, tu disais que tu veux pas faire ce qui se fait aujourd'hui parce que c'est pas de ton époque. Mais il y a quand même des trucs qui sortent aujourd'hui qui sont pas trop mal. Et ça te dit pas de faire quelque chose de plus actuel. Comme quoi? Oui, comme quoi, par exemple? De qui parle-t-il? Bon, après, c'est un peu plus pop, mais tout à l'heure tu parlais un peu de Aya Nakamura, mais avec des sonorités un peu plus actuelles. J'allais dire trap, est déjà très peut-être actuelle. quand même pas trap, mais avec un peu plus actuel. Surtout, ne me parle pas de trap. Ça te dit pas du tout des choses, des sonorités plus actuelles. Après, je peux lâcher un refrain sur tout. Je peux Ouais. lâcher un refrain sur de la trappe, je peux faire des trucs ça. Pour ça, je m'amuse toujours à faire des tas de trucs. Mais je vais pas commencer à... Tu vois, Dadju, il fait ça parfaitement. Ouais. Je vais pas passer derrière et essayer de faire pareil. Tu vois. Donc, moi, mes racines, c'est la Caraïbe. Pour moi, je dois utiliser mes racines ainsi que ma culture R&B et faire un bon mix avec. C'est ce que je pense faire. Tu Ouais. vois. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu écoutes chez les jeunes? Parce que je pense quand même qu'il y en a. Bah, moi, j'écoute Dadju, j'adore. Ouais. Franchement, c'est lourd. Et son frère, Maître Gims. Comment on peut ne pas écouter Non, le mais je Gims? te pose la question, je te la pose. Non, c'est bon, si tu veux pas l'écouter, tu vas l'écouter. Ah, bien obligé de Obligé, ouais. l'écouter. Ok. Bah, j'ai écouté avant Dadju Gims. C'est encore une autre proposition. Quand on voit l'évolution de Section d'Assaut à maintenant, on peut que féliciter. Je veux dire, en fait, Maître Gims, je pense qu'il a ouvert la voie à tous ceux qui arrivent derrière. Donc, voilà, je big up. Après, bon, il y a des chansons qui me touchent plus que d'autres, mais il y en a que je kiffe mon texte. c'est tout. Mais chez les meufs? Chez les meufs. Parce que je sais que tu regardes, tu dois scruter quand même, forcément en tant que professionnel, t'es là, tu dois scruter. Ouais, elle est pas mal. Oui, je retiens pas tout, mais celle qui sort vraiment du lot, c'est Aya Nakamura, il a tout déchiré. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Chez les filles, il y a moins de choses parce qu'il y a beaucoup de reprises, t'as vu? Ouais. Après, il y avait une musique que j'aimais bien, comment ça s'appelle? Celle qui avait tout le temps son chapeau là, qui cache. Neige. Neige, ah ouais, Ouais, j'aime Neige bien. là-dessus. J'aime beaucoup. Voilà, il y a des petites pépites qui sont vachement bien. T'as rarement vu dans cette posture-là, c'est-à-dire être là à dire ce que tu penses, à parler de ta carrière, alors que nous, si on t'a invité, je te dis, nous t'aimons. Nous t'aimons et nous trouvons que tu es important. Parce qu'on t'a écouté et on t'écoute encore aujourd'hui. Et on a l'impression, on a discuté avec Barberouche tout à l'heure, on a l'impression que t'es l'oublié des médias. Eh bien, je sais pas. Tu parles des grands médias? Parfois, ça donne l'impression que certains artistes, on les voit pas dans les médias, mais parfois on a l'impression que c'est volontaire.
Toi, de ta part, c'est pas Non, volontaire. mais c'est maintenant, vraiment- les médias aujourd'hui, c'est quoi? C'est de snapper tout le temps, d'être vu sur le net et tout. Pas forcément. Que ce soit en radio ou en télé, maintenant, il y a. Ah bah, Il c'est y sûr, a dans plein les de chaînes, radios il y a plein nationaux. de chaînes, il y a plein d'émissions, il y a plein de. Et ça donne l'impression que c'est volontaire. Non, mais après, j'ai quand même, avant de même d'aller dans le zouk, on n'a pas vu pendant un moment. Hein. Ouais. J'ai pas chanté pendant un moment, donc de toute façon, on ne voyait pas tellement. Et puis maintenant, je suis dans un truc un peu communautaire, donc on va plus me voir. Si tu t'intéresses un peu au zouk, à la musique black, tu vas me trouver. Mhm. Mais c'est sûr, dans le natio, là maintenant, tant que j'ai pas d'actu, si jamais j'ai une actu, peut-être on va me voir, mais voilà. Après, heureusement qu'aujourd'hui, on a des moyens de. Parce que sinon, s'il n'y avait pas eu l'Internet, je crois qu'on m'aurait jamais revu. En fait, hein. Parce qu'au vu de ce que tu représentes, nous, on estime que. Oui, mais j'aurais pu ne Mais- rester qu'un souvenir, mais j'existe encore. Ouais, c'est clair. Mais Non, t'es là, Mais t'es là. t'es là. Nous, on estime dans d'autres médias, ils auraient dû faire des focus sur toi, sur la place que tu as occupée, que tu occupes encore. Bah ça, c'est une question de point de vue. Mhm. C'est vrai que dans le milieu black et tout, les gens parlent comme toi, mais dans le reste, c'est pas comme ça qu'ils voient ça. Donc, moi, je suis contente d'avoir pu marquer la musique chez les blacks, d'avoir pu éveiller des, ben, des envies de chanter. Voilà, je suis fière de ça. J'en ai conscience et j'en suis très fière. Et voilà, quoi. Moi, j'ai une dernière question. Parce que je pense que je sais que c'est là qu'on va conclure. Exactement. Je suis obligé d'en glisser une dernière avant de. J'en aurai une dernière aussi, mais tranquille. L'avant-dernière. Euh, Avant, les artistes appelaient les chanteurs ou chanteuses pour faire les refrains. Maintenant, ils le font eux-mêmes, leurs refrains. Est-ce que tu es d'accord avec moi lorsque je dis que l'autotune a tué, a mis au Ouais. chômage technique les chanteurs? Exactement, non c'est vrai, l'autotune nous a mis au chômage. On est obligé de l'avouer. Bah, vous les rappeurs là, vous savez pas chanter, et l'autotune vous donne les moyens, vous nous avez mis au chômage. C'est pas grave, y a pas le feu. Mais bah, après c'est voilà, c'est la Ouais, c'est- continuité du truc et tout. Moi-même j'adore maintenant, je mets de l'autotune. Hein, quand je travaille, l'oreille des gens est habituée à l'autotune et mon oreille aussi est habituée. Il a fallu que je me. Bah, pareil, pour me moderniser aussi, bah, j'ai adopté l'autotune parce que j'aurais pu dire non. Mais en fait, c'est ce que j'écoute et c'est le son que je vais entendre. Donc c'est ça. Je trouve qu'on a une période où les chanteurs, les vrais chanteurs, ils ont vraiment du boulot parce que c'est vrai que la concurrence avec les rappeurs, elle est vraiment dure. Parce qu'en plus, les rappeurs, ils ont des putains de mélos, ils ont des trucs, ils ont des refrains qui tuent. Les chanteurs, c'est vrai que je dis ça souvent parce que il y a beaucoup de gens qui font du gospel et tout, et puis ils sont là en train de faire des vibes pendant 4 heures à écouter. J'essaie de leur dire, écris des textes et trouve un refrain efficace, parce que la technique, aujourd'hui, en 2019, c'est pas ça qui fait percer. Donc, moi-même, j'ai dû apprendre à faire ça, parce que si j'écoutais les gens, j'aurais dormi sur mes acquis. Ah, tu chantes bien, tu fais ci, tu fais ça, mais il a fallu que je me prenne la tête sur des mélos, trouver des nouveaux styles, des nouveaux trucs pour me réinventer, quoi. Donc le chant black doit trouver des nouveaux trucs. En tout cas, c'était un très bon entretien qu'on a eu avec toi. Nous, on tenait vraiment à t'inviter car pour nous et pour beaucoup de gens, parce que tout à l'heure tu parlais de point de vue, tu disais que oui, c'est le point de vue de gens que tu connais, qui disent comme quoi tu es importante, mais je trouve que notre point de vue est multiplié par je ne sais combien. On est beaucoup à penser ça. De toute façon, du point de vue de la diaspora, c'est ce qui m'importe. En fait, c'est le plus important. J'ai compris que si on continue à faire, parce qu'à un moment donné, bon, je commence à parler. Je t'en prie. À un moment donné, on m'a dit, Karine, il faut faire de la variété, il faut faire des trucs, ouvre-toi et tout. Et j'ai compris à un moment donné qu'il fallait faire avec nos acquis, et qu'il fallait faire de la musique pour nous, en fait, qui nous parle, qui parle à mes parents, qui me parle à moi, et que j'ai voulu faire de la musique black. Je me suis dit à un moment donné, j'ai envie de faire de la musique black, je suis black, je veux faire de la musique black. Et comme le R&B a cessé d'être black depuis un bon moment en France, ben je n'y trouvais plus ma place, donc j'ai préféré aller dans la Caraïbe, en fait. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire.
T'as vu, on nous relance sur des sujets. Mais c'est ça, parce que regarde, tu parles des blacks et nous on a envie de dire. Oui, mais c'est quand même une vérité. Oui, c'est clair. Parce que ce sont des choses qu'on ne pouvait pas dire à l'époque. Oui. Aujourd'hui, on peut dire. Regarde, aujourd'hui, on peut le dire parce que, tu vois, j'ai envie de rebondir sur ce que tu dis, toi. On sait qu'il y a des Je vais pas terminer, hein. Oui, non, on va terminer. Mais toi, il y a des médias qui, carrément, aujourd'hui, sont, à cause ou grâce au net, visent des communautés clairement. Comme Nofi, comme By Us, et ces choses-là. C'est-à-dire que ce qu'on se dit aujourd'hui ici ne se disait pas avant. C'est-à-dire quand tu dis que oui, les médias, enfin voilà, viser les blacks, c'est ça. Avant, tu disais ça, tu passais pour un raciste. Oui, c'est ça, tu passes pour un raciste. Aujourd'hui, c'est bon. Aujourd'hui, C'était blacklisté. Voilà, Voilà, t'étais blacklisté, tu disais ça, c'était comme si on te taxait de racisme tout de suite. Je me souviens d'une époque où j'avais même des amis qui, voilà, avec certains de mes amis proches, on nous appelait des Black Panthers, et pour eux, les Black Panthers étaient des racistes. Oui, c'est vrai. Mon ami, toi tu me parles, mais ils ne le savaient pas à l'époque. Et tu dis pas qu'aujourd'hui, il y a, dans ce que tu fais, il y a cette donnée-là aussi. C'est-à-dire le fait que, quelque part, il y a un marché. Enfin, quand je dis un marché, j'aime pas ce terme-là, mais il y a un public en tout cas. Il y a un public pour ce que tu fais et pour ce que plein de gens qui sont dans ton concept font. Non, mais en vérité, même quand on dit qu'on fait de la musique black, bah, de toute façon, j'ai toujours fait de la musique black. Hein. Donc, quand je faisais du R&B, c'était de la musique black pour moi. Mais à un moment donné, c'est devenu de la musique commerciale. Bah, c'est commercial, bah, je fais toujours du R&B. Un jour, ça se trouve, le zouk, ce sera. En ce moment, c'est l'afro. Avant l'afro, ben, les gens faisaient de l'afro, ben, c'était communautaire. Et puis maintenant, ben, c'est de la musique black, mais c'est de la musique aussi commerciale. Ben, voilà. En fait, pour moi, il faut rester droit dans ses chaussettes. Moi, j'ai décidé de faire un style de son qui me parle, parce qu'il y a une façon de m'exprimer, il y a une façon de me comporter qui me correspond et qui va avec ma communauté. Et peut-être qu'un jour, le public va venir à moi, mais moi, je ne vais plus me plier en quatre pour ressembler à quelque chose qui ne me ressemble pas. En fait, tu vois. Ça m'a fait plaisir. Ainsi s'achève cette nouvelle émission. Calme. Merci à tous.